Le général venu fut traduit à un conseil de guerre. On voulait sa mort. Le général en chef sauva en disant au juge que si Menou méritait la mort, les trois représentants qui avaient dirigé les opérations ont pas monté avec les actionnaires le méritant aussi que la Convention n'avait qu'à mettre en jugement les trois membres et qu'alors on jugerait. Mais nous, l'esprit du corps fut plus puissant que la voix des ennemis de Menou. La même commission condamna plusieurs individus à mort par contumace, entre autres Vaublanc, le nommé Lafond fut le seul exécuté. Ce jeune homme avait montré beaucoup de courage dans l'action. La tête de sa colonne sur le pont royal se réforma 3 fois sous la mitraille avant de se disperser tout à fait. C'était un émigré, il n'y eut pas moyen de le sauver. Quelques désirs que l'on eut. L'imprudence de ces réponses déjoua constamment la bonne intention de ses juges. 9. Napoléon commande en chef l'armée de l'intérieur. Après le 13 Vendémiaire, Napoléon a réorganisé la garde nationale qui était un objet de la plus haute importance, comptant alors jusqu'à 104 bataillons. Il forma en même temps la garde du directoire et réorganisa celle du corps législatif. Ces mêmes éléments se trouveront précisément dans la suite 1 des causes de son succès à la fameuse journée de 18 Brumaire. Il avait laissé de tels souvenirs parmi ses corps qu'à son retour d'Égypte, bien que le directoire eût recommandé à ses soldats de ne point lui rendre d'honneur militaire qu'il ne fut en grand uniforme, rien ne peut l'empêcher de battre au champ de quelque manière qui parut. Le peu de mois que Napoléon commanda, l'armée de l'intérieur se trouveront remplie de difficultés et d'embarras. Se feront l'installation d'un gouvernement nouveau dont les membres étaient divisés entre eux et souvent en opposition avec les conseils ou fomentation surtout parmi les anciens sectionnaires qui composaient la majorité de Paris. La turbulence active des Jacobins qui se réformaient sous le nom de Société du Panthéon. Les agents étrangers du royalisme qui formaient un parti puissant, le discrédit des finances et du papier-monnaie qui mécontentaient les troupes à l'extrême, mais plus que tout cela encore l'horrible famine qui, à cette époque, désola la capitale. 10 ou 12 fois les subsistances manqueront et les faibles distributions journalières que le gouvernement avait été contraint d'établir feront interrompues. Il fallait une activité, une dextérité peu commune puisse monter à tant d'obstacles et maintenir le calme dans la capitale en dépit des circonstances si fâcheuses et si graves. La société du Panthéon donnait chaque jour plus d'inquiétude au directoire. La police n'osait aborder cette société de front. Le général en chef fit mettre le soleil sur le lieu de ces assemblées et les membres ne bougeront plus tant qu'ils demeurent présents. Ce ne fut qu'après son départ qu'ils parurent de nouveau sous l'influence de Baeuf, Antonel et autres, et éclateront au camp de Rennes. Ils eurent souvent à
harangués à la halle, dans les rues, aux sections et dans les faubourgs, est une remarque singulière à ce sujet, ce que de toutes les parties de la capitale et faubourg Saint-Antoine est celui qui a toujours trouvé le plus facile à entendre raison et à recevoir des impositions généreuses. Ce fut pendant le commandement de Paris que Napoléon fit la connaissance de Madame de Beauharnais. On avait exécuté le désarmement général de section. Il se présenta à l'état-major un jeune homme de 10 ou 12 ans qui vint supplier le général en chef de lui faire rendre l'épée de son père, qui avait été général de la République. Ce jeune homme était Eugène de Beauharnais, depuis vice-roi d'Italie. Napoléon, touché de la nature de sa demande et des grâces de son âge, lui accorda ce qu'il demandait. Eugène se mit à pleurer en voyant l'épée de son père. Le général en fut touché et lui témoigna tant de bienveillance que Madame de Beauharnais se crut obligée de venir le lendemain lui en faire des remerciements. Napoléon s'empressa de lui rendre sa visite. Chacun connaît la grâce extrême de l'impératrice Joséphine, ses manières douces et attrayantes. La connaissance devint bientôt intime et tendre, et ils ne tarderont pas à se marier. 10. Napoléon, un homme général en chef de l'armée d'Italie, a reproché à Scherer, commandant l'armée d'Italie, de ne pas avoir su profiter de sa bataille de Loarno. Depuis, on était peu satisfait de sa conduite. On voyait son quartier général de Nice beaucoup plus d'employés que des militaires. Ce général demandait de l'argent pour solder ses troupes et réorganiser les différents services et demandait des chevaux pour remplacer les siens qu'on avait laissés période faute de subsistance. Le gouvernement ne pouvait donner ni l'un ni l'autre. On lui fit des réponses dilatoires. On l'amusa par de vaines promesses. Il fit connaître alors que si l'on tardait davantage, il serait obligé d'évacuer la rivière des Gênes, de revenir sur la Roya et peut-être même de repasser le Var. Le directoire résolut de le remplacer. Un jeune général de 25 ans ne pouvait rester plus longtemps à la tête de l'armée de l'intérieur. Le sentiment de ses talents et la confiance que l'armée d'Italie avait en lui le désignant comme seul capable de la tirer de la fâcheuse situation où elle se trouvait. Les conférences qu'il eut avec le directoire à ce sujet et les projets qui lui présenta ne laisseront plus aucun doute. Il partit pour Nice et le général Atry, âgé de 60 ans, vint de l'armée de Sambre-et-Meuse, le remplacer à l'armée de l'intérieur, laquelle avait perdu son importance depuis que la crise de subsistance était passée et que le gouvernement se trouvait assis. Bataille de Montenotte. Première. Plan de campagne pour entrer en Italie en tournant les Alpes. Le roi de Sardaigne, qui sa position géographique et militaire avait appelé la portée des Alpes, avait en 1796 des forteresses à l'issue de toutes les gorges qui conduisent en Piémont. Si l'on eût voulu pénétrer en Italie en forçant les Alpes, il eût fallu s'emparer de ces forteresses où les routes ne permettaient pas le transport de l'artillerie de siège,
D'ailleurs, les montagnes sont couvertes de neige les 3 quarts de l'année, ce qui ne laisse que très peu de temps pour le siège de ces places. On conseille de tourner toutes les Alpes et d'entrer en Italie précisément au point où ces hautes montagnes et où les Apennines commencent. Les Saint-Gothard est le col le plus élevé des Alpes. À partir de ce col, les autres vont toujours en baissant. Ainsi, la Saint-Gothard est plus haute que le Vreni, celui-ci, que les montagnes de Cador. Les montagnes de Cador, que le col de Tarvi et les montagnes de la Carniola. De l'autre côté, le Saint-Gothard est plus haut que le Simplon et le Simplon plus haut que le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard plus haut que le Mont-Cenis plus haut que le col de Tende. Depuis celui-ci, les Alpes continueront de baiser toujours et finissant enfin aux montagnes Saint-Jacques-Pré-Savon où commencent les Apennines. Alors la chaîne de l'Apennin se relève et va toujours en augmentant par un mouvement inverse de sorte que la pochette, les cols voisins, ceux qui séparent la Ligurie des États de Parme, le Toscane, du Modenois, du Boulenois vont toujours en s'élevant. La vallée de la Madone de Savone et les mamelons de Saint-Jacques et de Montenotte sont donc tout à la fois les points les plus abaissés des Alpes et des Apennins. Celui où finissons les uns et où les autres commençons. Savons porte de mer et place forte s'est trouvé placé pour servir tout à la fois de magasin et de point d'appui. De cette ville à la Madone, le chemin est une chaussée ferrée de 3000 et de la Madone à Carchari, il y a 4 ou 5 autres milles. Ce dernier intervalle pourrait être rendu praticable à l'artillerie un peu de jeu à Carchari. L'on trouve des chemins de voitures qui conduisent dans l'intérieur du Piémont et du Montferrand. Ces points étaient le seul par où l'on peut entrer en Italie sans trouver des montagnes, des élévations de terrain. Ils sont si peu de choses qu'on a conçu plus tard, sous l'Empire, les projets d'un canal qui rejoint l'Adriatique à la Méditerranée, à l'aide du pont et d'une branche de la Bermuda dont la source peut des hauteurs qui avoisinent Savone. En pénétrant en Italie par les sources de la Bermuda, on pouvait se flatter de séparer et de désunir les uns sardes et autrichiens, puisque de là, on menaçait également la Lombardie et le Piémont. On pouvait marcher sur Milan comme sur Turin. Les Piémontais avaient intérêt à couvrir Turin et les Autrichiens intérêt à couvrir Milan. Deux étaient des deux armées. L'armée ennemie était commandée par le général Beaulieu, officier distingué, qui avait acquis de la réputation dans des campagnes du Nord. Cette armée se trouvait munie de tout ce qui pouvait la rendre redoutable. L'armée française, au contraire, manquait de tout, et son gouvernement ne pouvait rien lui donner. L'armée des Alliés se composait d'Autrichiens, des Sardes, de Napolitains. Il se trouvait déjà triple de l'armée française et devaient se croître encore successivement des forces du pape de Naples et celles de Modène et de Parma. Cette armée se divisait en 2 grands corps. L'armée active autrichienne composée de 4 divisions d'une
forte artillerie et d'une nombreuse cavalerie accrue d'une division napolitaine un total de 60 000 hommes sous les armes. L'armée active de Sardaigne, composée de 3 divisions piémontaises, d'une division autrichienne ayant 4 000 chevaux, était commandée par le général autrichien Colli, qui lui-même était aux ordres du général Beaulieu. Le reste des forces sardes tenaient garnison dans les places où défendaient les cols opposés à l'armée française des Alpes. Elles étaient commandées par le duc d'Aosta. L'armée française était composée de 4 divisions actives sous les généraux Masséna, Augereau, La Harpe et Serrurier. Chacune de ces divisions pouvait l'une porter l'autre, représentait 6 ou 7 000 hommes sous les armes. La cavalerie de 3 000 chevaux était dans le plus mauvais état, quoiqu'elle eût été longtemps sous le Rhône ne peut se refaire, mais elle y avait manqué de subsistance. L'arsenal d'Antibes et celui de Nice étaient bien pour vous, mais on manquait des moyens de transport. Tous les chevaux des traits avaient péri de misère. La pénurie des finances était telle en France que malgré tous les efforts du gouvernement, on ne peut donner que 2 000 louis en espèces au trésor de l'armée pour l'ouverture de la campagne. Il n'y avait donc rien à espérer de la France. Toutes les ressources désormais ne pouvaient s'attendre que de la victoire. Ce n'était que dans les plaines d'Italie que l'on pouvait organiser les transports, atteler l'artillerie, habiller les soldats, montrer la cavalerie. On conquérait tout cela. Si l'on forçait l'entrée de l'Italie, l'armée française n'avait guère à la vérité que 30 000 hommes et on lui en présentait plus de 90 000. Si ces deux armées ont eu à lutter dans une bataille générale, sans doute l'infériorité de nombre de l'armée française et son infériorité en artillerie et cavalerie ne lui ont pas permis de résister, mais ici on pouvait supplier au nombre par la rapidité de marche, à l'artillerie par la nature des manœuvres. On manque de cavalerie par la nature des positions et le moral de nos troupes était excellent. Tous les soldats avaient fait les autres campagnes d'Italie ou celles des Pyrénées.